Le magicien d'Oz, chapitre 15, la rencontre avec Oz le redoutable. Les 4 voyageurs s'avancèrent vers la grande porte de la cité d'émeraude et sonnèrent. Après avoir sonné à plusieurs reprises, il leur fut ouvert par le même gardien des portes qu'ils avaient rencontré précédemment. « Comment ? Vous êtes de retour ?» demanda-t-il stupéfait. « Vous ne voyez pas ?» ironisa l'épouvantail. « Mais je croyais que vous étiez allé rendre visite à la méchante sorcière de l'Ouest. » « Nous lui avons rendu visite, en effet, » répliqua l'épouvantail. « Et elle vous a laissé repartir ?» dit l'homme de plus en plus stupéfait. « Elle n'a pas pu faire autrement. Elle a fondu, » expliqua l'épouvantail. « Fondu ? En voilà une bonne nouvelle. Et qui l'a fait fondre ? » « C'est Dorothée, » dit le lion gravement. « Bonté divine » s'exclama le portier, et il salua très bas la fillette. Puis, il les fit entrer dans sa petite pièce et leur attacha à tous les lunettes tirées de sa grande boîte, exactement comme il l'avait fait quelque temps plus tôt. Après quoi, ils franchirent le portail et pénétrèrent dans la cité. Quand le peuple apprit du gardien des portes qu'ils avaient fait fondre la méchante sorcière de l'Ouest, une foule entoura les voyageurs et les suivit en grand cortège jusqu'au palais d'Oz. Le soldat aux yeux verts favori gardait toujours l'entrée, mais il les laissa passer immédiatement. Ils revirent la belle servante verte, qui les mena chacun à son ancienne chambre pour prendre un peu de repos, en attendant qu'Oz veuille les recevoir. Le soldat avait aussitôt prévenu le magicien du retour de Dorothée et de ses compagnons, ainsi que de la mort de la méchante sorcière. Oz avait répondu par le silence. Les voyageurs s'attendaient à ce qu'il les convoque sur le champ. Il n'en fit rien. Ni le lendemain, ni le lendemain du lendemain, ni le jour suivant. Ils ne reçurent pas le moindre message. L'attente devenait lassante et pénible. Et ils finirent par s'offenser qu'Oz les traita si mal, après leur avoir fait endurer peine et servitude. À la fin, l'épouvantail pria à la servante verte de transmettre à Oz que s'il ne leur accordait pas tout de suite une entrevue, ils appelleraient les singes ailés à la rescousse, et l'on verrait bien s'ils savaient ou non tenir ses promesses. Quand le magicien reçut le message, si grande fut sa frayeur qu'il fixa la rencontre pour le lendemain matin à 9h04 dans la salle du trône. Il avait eu affaire une fois aux singes ailés dans le pays de l'Ouest et ne tenait pas à les revoir. Les 4 voyageurs ne purent fermer l'œil de la nuit, songeant chacun au don qu'Oz avait promis de lui accorder. Dorothée s'assoupit une seule fois et rêva qu'elle était au Kansas. Et tante M lui disait son bonheur d'avoir retrouvé sa petite fille. Le lendemain matin, à 9h04, le soldat aux yeux verts favori s'empressa de les rassembler. 30 secondes plus tard, tous pénétraient dans la salle du trône d'Oz le Grand. Naturellement, chacun d'eux s'attendait à revoir le magicien sur la forme qu'il avait empruntée lors de leur première rencontre. Aussi furent-ils bien étonnés de n'apercevoir âme qui vive dans la pièce. Ils se tenaient tout près de la porte, se serrant l'un contre l'autre, car le silence de cette salle déserte était encore plus terrifiant qu'aucune des apparences revêtues par Oz la première fois. Bientôt, ils entendirent une voix qui semblait provenir du grand dôme, quelque part là-haut, et qui disait solennellement « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Pourquoi voulez-vous me voir ?» Ils explorèrent du regard chaque coin de la pièce, mais ne voyant personne, Dorothée demanda « Où êtes-vous » ?« Je suis partout, » répondit la voix. « Mais pour les yeux des vulgaires mortels, je suis invisible. Je vais maintenant m'installer sur mon trône afin que nous puissions converser. » En effet, la voix semblait à présent venir tout droit du trône. Ils s'avancèrent donc dans sa direction et se tinrent alignés, tandis que Dorothée commençait. « Nous sommes venus vous rappeler vos promesses, ô grand Oz. »« Quelle promesse ?» demanda Oz. « Vous avez promis de me faire revenir au Kansas dès que la sorcière serait détruite, dit la fillette. Et vous avez promis de me donner une cervelle, dit l'épouvantail. Et vous avez promis de me donner un cœur, renchérit le bûcheron en fer blanc. Et vous avez promis de me donner du courage, surenchérit le lion poltron. La méchante sorcière est-elle vraiment détruite ? Demanda la voix. Et Dorothée crut percevoir qu'elle tremblait légèrement. Oui, répondit-elle, je l'ai fait fondre avec un seau d'eau. Mon Dieu, fit la voix, comme c'est soudain. Très bien. Revenez me voir demain, je dois réfléchir à tout cela. Non, vous avez eu tout le temps de réfléchir, s'irrita le bûcheron. Nous n'attendrons pas un jour de plus, gronda l'épouvantail.
Vous devez tenir les promesses que vous nous avez faites, s'exclama Dorothée. Le lion poltron crut bon d'intervenir aussi et d'effrayer le magicien. Il poussa donc un rugissement terrible, si féroce, que Toto, alarmé, sauta de côté et culbuta contre un paravent dressé dans un coin qui s'écroula. Le fracas de sa chute attira leurs regards dans cette direction, et ce qu'ils virent les remplit tous de stupeur. À l'endroit même que leur avait caché le paravent, se tenait un petit vieillard, chauve et ridé, et qui semblait tout aussi étonné que les voyageurs. Le bûcheron, levant sa hache, se rua vers le petit homme en criant « Qui êtes-vous » ?« Je suis Ose, le grand et le redoutable, » dit le petit homme d'une voix tremblante. « Mais je vous en prie, ne me frappez pas, je ferai tout ce que vous désirez. » Nos amis le regardaient avec stupeur et consternation. « Je croyais qu'Ose était une grande tête, » dit Dorothée. « Et moi, une belle dame, » dit l'épouvantail. « Et moi, une terrible bête sauvage, » dit le bûcheron. « Et moi, une boule de feu, » dit le lion. « Non, vous vous trompiez, » avoua humblement le petit homme. « Je vous l'ai seulement fait croire. »« Fait croire » répéta Dorothée. « Vous n'êtes donc pas un grand magicien ?»« Chut, mon enfant, dit-il, ne parlez pas si fort. Si l'on vous entendait, ce serait ma perte. Tout le monde me croit un grand magicien. »« Vous n'en êtes pas un ?» demanda-t-elle. « Pas le moindre du monde, chère petite. Je ne suis qu'un homme ordinaire. »« Oh, vous êtes bien plus que cela, » dit l'épouvantail d'un ton amer reproche. « Vous êtes un charlatan. »« Très exactement, » déclara le petit homme en se frottant les mains, comme enchanté de l'étiquette. « Je suis un charlatan. »« Mais c'est une catastrophe, » dit le bûcheron. « Je n'aurai jamais de cœur alors ? Ni moi de courage ? Demanda le lion. « Ni moi de cervelle ?» gémit l'épouvantail, séchant ses larmes du ruvet de son paletot. « Mes chers amis, dit Ose, je vous en prie, oublions ces vétiles, pensez plutôt à moi et à l'embarras où ma place est de votre découverte. »« Quelqu'un d'autre sait-il que vous êtes un charlatan ? Demanda Dorothée. « Personne, à part vous quatre, et moi-même, répondit Ose. J'ai dupé tout le monde pendant si longtemps que je croyais bien n'être jamais démasqué. J'ai commis une grosse erreur en vous laissant pénétrer dans la salle du trône. D'habitude, je ne me montre pas à mes sujets. C'est ainsi qu'ils sont convaincus que je suis un être terrible. Mais je ne comprends pas, dit Dorothée, désemparée. Comment avez-vous fait pour m'apparaître sous la forme d'une si grande tête ? C'était une de mes ruses, répondit Ose. Venez par ici, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Derrière le trône se trouvait une petite pièce où il les fit entrer. Par terre, dans un angle, il leur montra la grande tête, faite de plusieurs épaisseurs de papier et le visage soigneusement peint. Je la suspendais au plafond par un fil, dit Ose, je me tenais caché derrière le paravent, et grâce à un autre fil, je faisais remuer les yeux et ouvrir la bouche. Mais la voix, insista Dorothée intriguée. Je suis ventriloque, dit le petit homme. Je peux diriger le son de ma voix du côté où je le désire. C'est pourquoi vous avez cru qu'elle sortait de cette tête. Voilà les autres artifices qui m'ont servi à vous illusionner. Il montra à l'épouvantail la robe et le masque grâce auxquels il s'était fait passer pour la belle dame. Et le bûcheron put constater que sa bête féroce n'était qu'un assemblage de peaux cousues montées sur des baleines pour tenir les pans écartés. Quant à la boule de feu, le faux magicien l'accrochait aussi au plafond. C'était en réalité une boule de coton, mais une fois imbibée d'huile, elle flambait furieusement. « Tout de même, dit l'épouvantail, vous devriez avoir honte d'être un pareil charlatan. »« Mais j'ai honte, très honte, répondit le petit homme tristement. Hélas, je n'avais pas le choix. Asseyez-vous, je vous prie, les sièges ne manquent pas. Je vais vous raconter mon histoire. » Ils s'assirent donc, et voici ce qu'il leur raconta. « Je suis né à Omaha. »« Mais ce n'est pas tellement loin du Kansas, interrompit Dorothée. « Non, mais ce n'est pas tout près d'ici, dit-il en secouant tristement la tête. Quand je fus devenu grand, j'appris le métier de ventriloque, sous la direction d'un grand maître. Je peux imiter n'importe quel oiseau ou animal. Là-dessus, il miaula comme un petit chat, de façon si ressemblante que Toto, dressant les oreilles, se mit à fureter dans tous les coins. Au bout d'un certain temps, reprit-il, je m'en lassai, et me fit homme-ballon. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Dorothée. « Un homme qui fait de la réclame pour un cirque, expliqua-t-il. Les jours de représentation,
Il monte en ballon pour attirer la foule des curieux et les amener à assister au spectacle payant. « Oh, je vois, fit-elle. » Donc, un jour que je montais dans le ballon, les cordes s'entortillèrent de telle sorte que je ne pus plus redescendre. Le ballon s'éleva au-dessus des nuages, un fort courant d'air le happa et l'entraîna à des lieues de là. J'errai dans le ciel tout un jour et toute une nuit. Le matin du second jour, je me réveillai et découvris que je flottais au-dessus d'une contrée étrangement belle. Le ballon descendit progressivement jusqu'au sol et se posa sans heurts. Je me retrouvai au milieu d'un peuple étrange qui, me voyant débarquer des nuages, me prit pour un grand magicien. Naturellement, je leur laissai croire cela, car ça les inspirait crainte et respect, et ils promirent de faire tout ce que je voudrais. Pour me distraire et donner de l'ouvrage à ce bon peuple, je leur ordonnai de construire cette cité et mon palais, ce qu'ils exécutèrent de bon cœur et avec talent. Comme ce pays était d'un vert magnifique, je décidai de l'appeler la cité d'émeraude. Et pour faire plus vrai, je décrétai que tout le monde porterait des lunettes vertes, en sorte que tout ce qu'ils verraient serait vert. « Tout n'est donc pas vert ici ?» demanda Dorothée. « Pas plus qu'ailleurs, répondit Oz. Mais bien sûr, avec des lunettes vertes, tout a l'air de l'être. » La cité d'émeraude fut construite il y a bien longtemps, car j'étais un tout jeune homme quand le ballon m'apporta. Je suis un vieillard à présent. Mais mon peuple a porté si longtemps ces lunettes vertes que la plupart d'entre eux croient que c'est réellement une cité d'émeraude. En tout cas, c'est une très belle contrée où abondent les pierres et les métaux précieux, et toutes choses indispensables au bonheur des gens. J'ai été bon pour mon peuple, et il m'aime. Mais depuis sa construction, je me suis enfermé dans mon palais et personne ne m'a jamais revu. Ce que je redoutais le plus, c'était les sorcières, car je ne possédais aucun pouvoir magique, alors qu'elles étaient vraiment capables d'accomplir des prodiges. Elles étaient 4 à se partager le pays et régnaient chacune sur les gens qui vivent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Heureusement, les sorcières du nord et du sud étaient bonnes, et je savais que je n'en avais rien à craindre. Mais celles de l'est et de l'ouest étaient terriblement malfaisantes. Et si elles ne m'avaient pas cru plus puissant qu'elles-mêmes, elles n'auraient pas hésité à me détruire. Ainsi, j'ai vécu pendant des années dans la frayeur et l'angoisse. Vous imaginez donc ma joie quand j'ai appris que votre maison avait, en tombant, écrasé la méchante sorcière de l'Ouest. Lorsque vous êtes venu me trouver, j'étais prêt à vous promettre n'importe quoi pourvu que vous me débarrassiez de l'autre sorcière. À présent que vous l'avez fait fondre, j'avoue, à ma grande honte, que je suis incapable de tenir mes promesses. « Mais vous n'êtes qu'un méchant !» s'indigna Dorothée. « Oh non, ma chère enfant, je suis un très brave homme, mais un très mauvais magicien, je dois le reconnaître. »« En ce cas, vous ne pouvez pas me donner de la cervelle » demanda l'épouvantail. « Mais vous n'en avez pas besoin. Chaque jour vous apprend quelque chose de nouveau. Un bébé a une cervelle, mais il ne connaît pas grand-chose. Seule l'expérience instruit. Et plus vous vivrez sur cette terre, plus vous acquérirez de l'expérience. »« C'est bien possible, » protesta l'épouvantail. « Mais je serai très malheureux tant que je n'aurai pas de la cervelle. » Le faux magicien le sonda du regard. « Bon, fit-il en soupirant. Je n'ai guère les dons d'un magicien, je vous l'ai dit. Mais si vous y tenez, venez demain matin, je vous garnirai la tête d'une cervelle. Toutefois, je ne puis vous en donner le mode d'emploi. C'est à vous de le découvrir tout seul. »« Oh, merci, s'écria l'épouvantail. Je trouverai le moyen de m'en servir. N'ayez crainte. »« Et en ce qui concerne mon courage ?» demanda anxieusement le lion. « Je suis sûr que vous en êtes bourré, » répondit Oz. « Ce qui vous manque, c'est la confiance en vous-même. Tout ce qui vit a peur en face du danger. Le vrai courage consiste donc à braver le danger qui fait peur, et cette sorte de courage ne vous fait pas défaut. »« Peut-être, » dit le lion, « mais cela ne me rassure pas d'un poil. Je serai vraiment très malheureux tant que vous ne m'aurez pas donné cette sorte de courage qui fait oublier qu'on a peur. »« Très bien, » dit Oz. « Demain, je vous en ferai don. »« Et pour ce qui est de mon cœur ?» demanda le bûcheron en fer-blanc. « Alors là, » dit Oz, « je pense que vous avez tort de désirer un cœur. La plupart des gens s'en trouvent fort malheureux. Si seulement vous saviez ce que c'est, vous vous réjouiriez d'en être dépourvu. »« Ce doit être une affaire d'opinion, » dit le bûcheron. « Pour moi, si vous me donnez un cœur, je supporterai ce malheur sans un murmure. »« Très bien, » dit Oz résigné.
J'ai joué au magicien pendant des années. Pourquoi ne pas faire durer le rôle un peu plus ? Et moi, dit Dorothée, comment vais-je retourner au Kansas ? Nous allons examiner la question, répliqua le petit homme. Laissez-moi 2 ou 3 jours pour y réfléchir et j'essaierai de trouver un moyen pour vous faire franchir le désert. Entre-temps, vous serez traités comme mes hôtes et durant votre séjour au palais, mon peuple vous servira et obéira au moindre de vos désirs. En revanche, étant donné la situation, je ne vous demande qu'une chose, pour ma propre sécurité et ma propre sûreté. Gardez mon secret. Ne révélez à personne que je suis un charlatan. Ils convinrent de ne rien dire de ce qu'ils venaient d'apprendre et regagnèrent leur chambre, réconfortés et joyeux. Même Dorothée gardait l'espoir que le grand et redoutable charlatan, comme elle l'avait surnommé, trouverait un moyen pour la renvoyer au Kansas. Et dans ce cas, elle se sentait prête à tout lui pardonner.